Il y a 1 mois qui passe, 2 mois, 3 mois. Et là, je vois, j'ai toujours 0 en maths. Et mes profs, ils m'ont dit, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Donc, j'utilisais cette douleur que j'avais pour la renvoyer sur les autres et leur dire, mais les gars, si vous voulez une bonne école, va falloir travailler la productivité. Et moi, je leur vendais ça, du coup. J'étais parmi des mecs là qui ramenaient leur pull. J'avais fait un pull à l'époque pour ma marque de vêtements. Et je le ramène sur la table. Et les gens m'ont dit, mais t'as fait ça quand? T'as fait ça au lycée? Et je dis, ouais, au lycée, je déposé ma marque, j'ai fait un partenariat avec Calage Criminel. Et je me dis, mais comment t'as fait pour faire ça? Juste en prépa et avant la prépa. Et du coup, le fait que je ramène mon pull, et bah, ça renforçait cette crédibilité que je pouvais avoir. Salut Mathieu, tu Salut. vas bien? Très bien, et toi? Ouais, je suis hyper content d'être là avec toi dans cette vidéo. Plaisir partagé. Parce qu'en fait, en plus, je te le dis souvent en off, t'es vraiment quelqu'un qui a beaucoup de valeur à apporter aux gens. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai voulu qu'on se fasse une vidéo, en tout cas un podcast, pour que tu puisses aussi avoir une puissance de résonance un peu plus forte. Parce que mec, franchement, t'es un puits de valeur. Merci beaucoup. Mais on va en discuter pendant cette vidéo. Donc pour le présenter, Mathieu, c'est un bon ami à moi qui a fait beaucoup de business et là il en fait aussi actuellement, et c'est pour ça que du coup on était amenés à se rencontrer. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Je dis pas que je suis un grand esprit, mais on sait jamais. Mais voilà, si je devais faire une courte présentation, tu me corrigeras à la fin. Alors avant ta prépa, t'as lancé une marque de vêtements, c'est bien ça? Tout à fait. Pendant ta prépa, tu as lancé une collection de bonnets que tu vendais pendant tes années de prépa. Exactement. En plus de ça, tu vendais du coaching aussi en prépa. Exactement. Anti-stress, productivité, c'était des petits e-books à 20 € à peu près. Ouais, t'es trop fort, mec. 2 business en prépa, vous imaginez. Et là, du coup, tu es là même quelques mois, au cours de l'école de management. Et là aussi, tu es dans un stade beaucoup plus avancé où là, tu fais des gros coachings, quoi. Exactement, en high-ticket. Ok, high ticket. Donc high ticket, pour ceux qui ne comprennent pas, ou low ticket, middle ticket, pour vous expliquer, en gros c'est la gamme de prix auquel on voit les coachings. Low ticket, c'est des prix entre 0 et... 1 € quand même. Ouais, 1 et 500 à peu près, et high voilà. ticket c'est à partir de 2000 €. Ouais, voilà. Et middle ticket, c'est entre 500 et 1000 €. Ok. Déjà, moi j'aimerais déjà connaître l'état d'esprit dans lequel tu étais au lycée, parce que là, tu vois, on est en pleine période de Parcoursup. Il y a beaucoup d'étudiants au lycée qui cherchent à s'orienter. Donc moi, j'aimerais avoir ton retour d'expérience là-dessus. Bien sûr, carrément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lycée, j'étais quelqu'un dans mon coin, j'étais très seul, pas beaucoup de copains, une bande de 2-3 copains. Et je travaillais beaucoup sur mon projet personnel de marque de vêtements. Je travaillais aussi beaucoup les cours pour être parmi les meilleurs. J'étais dans le top 10 de ma classe. Et je travaillais vraiment énormément, jusqu'à 23h tous les jours. Je me levais à 7h. Et je passais vraiment toutes mes journées dessus, sur ces 2 projets-là. Et quand s'est posé la question de Parcoursup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et du coup, là, j'avais 2 grands choix. C'était soit l'école de commerce post-bac, soit la classe préparatoire, beaucoup plus exigeante, mais aussi derrière avec des écoles bien plus brillantes. Et aussi, ça permettait de gagner, on va pas se mentir, 2 ans d'école à payer. Ah, ça c'est sûr. Ok. Mais dans ce cas-là, vu que tu avais quand même 2 combats à mener, si je puis dire, ton business et du coup les cours, surtout quand tu me disais qu'en cours tu travaillais beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire ok, je vais aller dans une prépa où là je vais encore plus travailler? En fait, j'aurais peut-être moins de temps pour mon le business. but c'était vraiment, l'objectif final c'était d'avoir une top école pour avoir un top réseau et des top skills, des top compétences. Parce que on sait très bien, quand on rentre dans une petite école après le bac, on va avoir un réseau de personnes qui sont quasiment fainéantes, qui veulent juste sortir, faire la fête, faire des associations. Et on n'a pas forcément ce réseau d'experts, de professionnels, de force de travail qu'on a après la prépa. Et puis on a aussi, après la prépa, une capacité à savoir parler anglais couramment, espagnol couramment, allemand pour ceux qui le font. Mais on a cette capacité à avoir des capacités de raisonnement beaucoup plus poussées, à avoir une discipline beaucoup plus poussée, une force de travail beaucoup plus poussée. Et moi, c'est ça que je voulais. Et c'était d'avoir non seulement cette capacité à être meilleur, à être plus fort qu'avant, et aussi cette capacité à intégrer une école parmi les plus brillantes en France. Ok, et donc pour toi, le choix de la prépa, en fait, c'était le choix numéro 1, quoi. Du coup, ouais, c'est ça, c'est devenu plus ou moins évident à force, parce que je me suis dit, ok, les écoles de commerce post-bac, je les ai eues. J'ai passé les concours Access et Sésame, c'était un peu dur, mais ça allait.
Et en fait, je me suis dit, la classe préparatoire, bah, ça va vraiment me mettre dans un environnement des excellents. Et je me suis dit cette phrase, c'est est-ce que tu préfères être le dernier d'une équipe de foot de Ligue 2 ou le premier d'une équipe de foot de Ligue 3? Et du coup, pour moi, je me suis dit, je préfère être le dernier des meilleurs que le premier des nuls. Et du coup, ça a rapidement ça a été logique pour moi d'intégrer la classe préparatoire. D'accord. Et dans ce cas-là, vu que tu disais que tu voulais intégrer la classe préparatoire, la charge de travail qui allait être nécessaire ne te faisait pas peur à cette époque-là? Faut que tu te remettes vraiment dans Non, pas du tout. En fait, je me suis dit, bah, je vais en prépa pour bosser. Je sais très bien à quoi je vais m'attendre. Surtout que j'ai eu une des meilleures prépas de France. Du coup, je me suis dit, je sais à quoi je vais m'attendre. J'étais aussi en internat, donc je savais très bien que j'allais pas voir ma famille pendant 2 ans. J'ai perdu ma copine. Et le but, c'était vraiment de bosser tous les jours, 7 jours sur 7, de 7h. Je quittais l'école, il était 22h30. Et j'étais vraiment à fond là-dedans. Et j'ai coupé mes notifications parce que je savais très bien qu'il fallait bosser pour avoir ce que je voulais. Et c'était très dur, peu y arriver, mais il fallait bosser. Mais après aussi, tu avais un business à côté. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Parce que là, tu dis que tu travaillais vraiment beaucoup de temps dans ta prépa. Je pense que ça va faire peur à certains étudiants. Ah ouais, mais parce que t'es quelqu'un qui bosse beaucoup. Et même, moi, je le vois au quotidien quand on travaille ensemble. Je vois que tu es vraiment un bosseur et tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a été amené à se rencontrer. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Exactement, je suis quelqu'un vraiment, aussi, ouais. C'est cool. Quand je me lance dans quelque chose, c'est vraiment focus, focus, focus. Mais voilà, nous, on est des extraterrestres. Tout le monde n'a pas cette force de travail. Et c'est pas nécessaire de l'avoir. Il faut juste parfois être capable de travailler stratégiquement, passer un temps donné sur le travail et puis aussi se réserver des temps de repos. Certains n'en ont pas besoin, comme nous. D'autres, c'est obligatoire pour eux d'avoir des temps de repos. Et il faut savoir s'écouter pour pas se tuer à la tâche. En fait, par exemple, je sais que sur ma première année de prépa, je suis passé de 0 à 5 en maths. Et sur la deuxième année, je suis passé de 5 à 10 parce qu'en fait, j'avais une meilleure méthode. J'avais des profs qui m'ont expliqué une meilleure méthode. Et pareil en anglais. En anglais, ma méthode de travail sur la deuxième année, elle était bien meilleure. Ça fait que je travaillais pas plus, mais je travaillais beaucoup mieux. Et la première année, ça fait que je travaillais comme si je travaillais dans le vide, comme si je brassais de l'air. Et j'ai perdu quasiment ma première année entière, donc quasiment 8-10 mois. Alors que si j'avais eu la méthode de la deuxième année en première année, j'aurais pu gagner un temps précieux et surtout une montée exponentielle en fait. Okay. Mais ça, on va en reparler des méthodes de travail parce que c'est vraiment intéressant, surtout pour quelqu'un qui du coup avait un business en prépa, et c'est vraiment hyper important. Okay. Là, on va un petit peu avancer dans le temps. Moi, j'aimerais savoir comment tu t'es préparé l'été avant d'entrer en prépa. Parce que là, qui dit Parcoursup, dit aussi pendant l'été, il y a certains étudiants en terminale qui vont chercher, à s'entraîner pour bien démarrer la prépa, parce qu'il y a quand même une marche entre les attendus du lycée et les attendus de la prépa. Et donc moi, j'aimerais savoir comment toi, tu t'es préparé justement à affronter justement ce décalage d'exigence entre le lycée et la prépa. Alors en fait, déjà, mon école m'en avait beaucoup parlé, mon lycée. Ils m'ont dit, voilà, la prépa, c'est quelque chose de très difficile. Mathieu, je sais pas si tu as le niveau, tu as quand même une activité à côté, je sais pas si tu auras la capacité. Et pourtant, tu étais top 10 de ta classe. Top 10, mais en fait, il y avait quand même dans ma classe des premiers, et même eux n'ont pas eu la prépa. Et du coup, les profs m'ont dit, mais Mathieu, tu t'es 10e de classe, tu penses vraiment que tu auras une prépa? Et ils m'ont vraiment dit ça, ils m'ont dit, mais Mathieu, va faire une petite licence en éco-gestion, parce que tu n'as pas le niveau. Et du coup, ça, je me suis dit, ok, pourquoi j'ai pas le niveau? Pourquoi elle dit ça? Du coup, je vais bosser encore plus, je vais améliorer mes méthodes, je vais travailler encore plus pour être capable de monter la barre, pour passer à l'étape supérieure. Et du coup, ça fait que quand j'ai eu mes premières admissions, quand j'ai eu le choix entre telle prépa, etc., et que j'ai choisi la meilleure que j'avais eue, je me suis dit, ok, pour être à la hauteur de cette prépa, cet été, entre mon lycée et ma prépa, je vais travailler le plus intelligemment possible. Je vais travailler l'économie à fond, je vais travailler l'histoire-géographie à fond, vraiment être capable de bien savoir positionner les présidents, savoir positionner les régimes politiques, savoir positionner les villes, les grandes métropoles mondiales, etc. Donc ça, c'était vraiment ce que j'ai travaillé. Et surtout me dire, voilà, qu'est-ce qui est attendu en prépa. J'ai commencé à regarder un peu sur Instagram, sur Internet, qu'est-ce qui était utile. Et puis commencer à voir un petit peu donc en anglais, voir quelles étaient les attentes en économie, en histoire, en anglais, en maths. Et en maths, pareil, en maths, j'ai mis le turbo. J'ai quasiment revu tout mon programme de lycée pour pouvoir être à la hauteur, en fait. Et même avec ça, c'était pas suffisant, mais c'était quand même une belle étape. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu me disais que tes profs, en fait, ils s'attendaient pas à ce que tu aies une prépa. Non. Et finalement, tu as eu une des meilleures prépas de France. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, j'étais même moi-même impressionné. Et la prof est venue me voir un jour au CDI. Elle m'a dit, mais Mathieu, j'ai vu votre Parcoursup. Mais comment vous avez fait pour avoir cette prépa-là? En fait, même elle a été impressionnée. Elle m'a dit, mais Saint-Jean-de-Douai, mais comment vous avez fait? Même le premier de la classe, il l'a pas eu. Il avait les boules. Ok. J'étais impressionné. Okay. Et toi, tu penses que c'était dû à quoi? Je pense que ce qui m'a démarqué, c'est mon projet de marque de vêtements que j'avais à l'époque. Ça a pu être utile.
Et ma force de travail que j'ai vraiment valorisée dans mes lettres de motivation, de vraiment appuyer sur le fait que je suis quelqu'un de travailleur, de motivé et d'avoir en fait au lycée tout le temps mes profs qui mettaient des appréciations. Mathieu est un bosseur, Mathieu travaille, Mathieu est attentif, Mathieu participe. Et ça, c'était que des points qui me faisaient gagner des points. Parce que les premiers de la classe, souvent, c'était les gars qui avaient des facilités et du coup, ils jouaient à Clash of Clans pendant les cours. Et du coup, forcément, ça me démarquait. Je n'étais pas forcément le meilleur, mais j'étais celui qui donnait le meilleur. Et du coup, c'est là que ça s'est démarqué. En gros, toi, tu n'es pas quelqu'un qui avait des capacités au départ, mais c'est ta force de travail qui t'a amené à être dans les 10 premiers de ta classe. Honnêtement, je pense. Ok. Et du coup, là, on va transitionner. On va aller jusqu'en prépa. Comment tu as appréhendé le début de l'année? Comment ça s'est passé? Au début, à vrai dire, on commence à sortir, à s'intégrer. Donc, je commence à me faire des amis, à sortir, boire quelques verres par-ci par-là, faire des soirées. Et en fait, je commence à avoir des premières notes aussi. 0 en maths, 0 en anglais. Ah ouais. Et là, ma mère, je l'appelle, je lui dis, mais j'ai eu 0 en anglais et 0 en maths. Et en fait, on rigole parce qu'on se dit, ouais, mais c'est le début. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 mois qui passe, 2 mois, 3 mois. Et là, je vois, j'ai toujours 0 en maths. Et je commence à me poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Et du coup, je commence à retravailler. Et je vois des potes qui commencent à faire des annales d'HEC. Parce que les mecs, ils commencent à avoir un niveau de mieux en mieux. Et moi, je suis toujours bloqué là. Dès la première année, septembre, octobre, novembre. Et là, je me dis, bah en fait, je pensais que ça allait aller. Je pensais que j'avais pas assez travaillé, mais je pensais que ça allait quand même suffire pour démarrer. Et en fait, je me suis retrouvé en bas de l'échelle. J'avais 0 en maths, 0 en anglais. Mes profs, ils m'ont dit, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Pourtant, tu travaillais beaucoup. Et je faisais que ça. Que ça. Et est-ce que tu n'avais pas ce sentiment un peu frustrant de voir, par exemple, tes camarades, comme tu disais, faire des annales HEC, mais qui en même temps sortaient, faisaient des soirées, etc., les samedis soirs? Alors, ce que je faisais, ce que j'ai pas forcément mentionné, c'est que sur les premiers mois de septembre, octobre beaucoup moins, et sur les premiers mois de septembre, je me suis dit, il faut quand même que je garde ce lien avec ma famille. Du coup, le samedi, dimanche, je prenais tout le temps le TGV pour rentrer sur Paris, et je prenais quasiment tout mon dimanche pour être en repos, et le samedi, la moitié de la journée. Ça fait qu'en fait, je perdais aussi 1 jour et demi par semaine. Et en vrai, en prépa, on le sait très bien que c'est énorme, 1 jour et demi par semaine. Et c'est aussi ça qui m'a fait prendre un retard colossal, c'est que je prenais pas le temps de relire mes cours, de revoir mes erreurs. Et sur 1 jour et demi plus 1 jour et demi, ça s'accumule. Et au fur des semaines, en fait, ça devient 1 semaine, ça devient 1 mois de retard. Et en octobre, j'ai compris ça, mais c'était trop tard du coup. Ok. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais l'idée, je sais pas, de te faire accompagner? Je m'explique, parfois en fait on a des étudiants qui sont en prépa et qui se disent bon, en septembre j'ai des mauvaises notes, bon c'est normal, je suis en prépa. Ok. On arrive en octobre, les notes s'accumulent, toujours des mauvaises notes. Ouais bon, j'ai fait 1 mois, c'est que le début. Puis après on arrive en novembre, pareil, bon on se pose quand même des questions parce que ok c'est la prépa, c'est dur, mais à côté de soi on voit des gens qui progressent, mais pas nous. Mais on se dit que bon, peut-être on travaille encore plus. Et ouais, mais je vais y arriver. Puis on arrive en décembre, et puis là, les gens, ils se réveillent, ils se disent, bon, j'ai encore plus travaillé. Mes notes n'ont pas bougé. Parfois même, les notes ont empiré parce que le niveau augmente. Et puis, je sais pas, il y a des étudiants qui continuent, qui pensent que voilà, en continuant avec les mêmes méthodes et en travaillant plus, ça va passer. Mais toi, par exemple, tu me disais que tu continues à avoir des zéros. Bon, après, c'est vrai que les dimanches, tu sortais. Mais est-ce que toi, tu avais l'idée de te faire accompagner? Enfin, je sais pas. Alors, au début, j'étais vraiment cet étudiant que tu racontes. Le mec qui bourrine, qui pense que ça va changer parce qu'il travaille plus. Mais en fait, il y a cette phrase qui dit que si tu fais toujours la même chose, tu peux pas t'attendre à des résultats différents. Parce que tu fais toujours la même chose, tu auras les mêmes résultats. Et ça, moi, j'avais pas compris cette phrase. Je l'ai compris beaucoup trop tard. Je l'ai compris en février-mars, mais l'année, elle était quasi finie. Et ça fait que j'ai quand même perdu 5-6 mois, quoi. Et à ce moment-là, février-mars, je voyais que mon niveau était quand même toujours aussi bas. Toujours sur ma copie, j'avais écrit mais t'apprends pas tes cours ou quoi, tu travailles pas. Mais c'était horrible à cette époque-là. Et là, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Ouais. Je vais prendre des cours particuliers. Et là, j'ai commencé à prendre des cours particuliers. J'ai été voir mon prof de maths à la fin du cours. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Mais en fait, quand il m'a donné un coup de main, c'était 1 heure de cours à peu près, le soir, et en fait, il m'expliquait tellement de notions par rapport à ce que j'avais pas compris, mais tellement il y avait des notions que je comprenais pas, en 1 heure, je pouvais pas tout maîtriser, parce que j'avais tellement de retard que ce qu'il m'expliquait sur le cours qu'on était en train de travailler aujourd'hui, fallait avoir maîtrisé ça. Et moi, j'étais à des années-lumière de tout ça. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut s'y prendre vraiment tôt, quoi. Carrément tôt. Ok. Et ça, c'était vraiment mon plus gros regret, c'est que je me suis dit, en fait, j'aurais dû savoir ça avant,
À l'époque, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore Instagram. Et je me suis dit, j'aurais dû savoir ces trucs-là 5 mois avant, et ça m'aurait fait gagner 5 mois. Donc c'est comme si j'avais cubé, en fait, ça m'aurait fait gagner quasiment une année en plus. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu dis que toi, par exemple, tu n'étais pas au courant. Mais moi, je connais des gens, des personnes qui, en fait, dès le début de la prépa, ils se font accompagner. Parce qu'en fait, les parents ont déjà fait des prépas, ils connaissent un peu ce milieu. Donc, ils ont déjà cette habitude, tu vois, d'être dès le début préparés, mais comme des sportifs. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment ce que tu relèves. Il y a ce monde de la reproduction de l'élite qui connaît le monde des prépas, qui connaît les méthodes de travail. Et il y a ce monde des personnes qui connaissent pas le monde de la prépa, comme moi. Ma mère n'a pas du tout fait une prépa, elle a fait directement l'école de commerce. Et du coup, elle a voulu nous monter socialement, m'intégrer en prépa, m'offrir cette opportunité d'intégrer une classe préparatoire privée. Et du coup, forcément, on n'avait pas aussi les budgets, on n'avait pas aussi pensé à ça, parce que comme tu n'as pas le budget, tu ne penses pas du coup à te faire accompagner ou quoi. Et du coup, forcément, tu ne te poses pas les bonnes questions, forcément, et tu prends du retard. Ok. Mais voilà, c'est pour ça qu'en tout cas, chez Horizon Prépa, nous, on essaye de développer ce message-là, de se faire accompagner le plus tôt possible, parce que la prépa, c'est quand même exigeant. Nous, on ne propose pas que seulement des cours particuliers. Il y a des cours particuliers, mais en fait, c'est pas suffisant, on est en prépa. Les cours particuliers, c'est bien au lycée, mais en fait, là, maintenant, le niveau est beaucoup plus élevé. C'est ça, donc, il faut des accompagnements beaucoup plus globaux. Et donc, un accompagnement chez Horizon Prépa, donc ça comprend des cours particuliers avec des profs qui ont intégré un top 3. Donc là, vous allez être 7 jours sur 7 avec un professeur qui est le top 3, qui a eu les mêmes difficultés que vous, mais qui a réussi. Donc, il va vous donner les meilleures méthodes pour réussir. En plus de ça, il y a du coaching. Parce qu'on prépare un concours, c'est pas le bac. Le but, c'est d'être meilleur que les autres. Comme un sportif, c'est une compétition. Donc nous, on a des coachs qui sont là pour vous préparer mentalement sur la gestion du stress, la gestion de votre emploi du temps, de votre sommeil, etc. Parce que c'est hyper important. Il faut être en forme pendant 2 ans pour attaquer les concours de la meilleure façon possible. Et à la suite de ça aussi, il y a des fiches de cours, les cours sont enregistrés. Donc s'il y a une séance que vous avez bien appréciée, que vous avez envie de revoir pour l'approfondir, et bien là, vous aurez accès sur un espace à toute la rediffusion des cours. Donc voilà, c'est vraiment un espace global où vraiment les étudiants ont tout ce qu'il faut pour réussir. Et on essaye, vu que tu parlais aussi toi des tarifs, on essaye aussi d'être vraiment en dessous des prix du marché parce que évidemment c'est un certain coût. Donc voilà, on n'est pas sur les tarifs de certaines prépas de certaines prépas complémentaires qui facturent 15 000 € l'année. C'est vrai en plus. Ouais, donc voilà, donc nous on essaie vraiment de rester assez attractif. Et donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, on met le lien dans la description. Et donc il y aura un membre de l'équipe qui va pouvoir vous appeler pour vous expliquer comment ça fonctionne chez Horizon Prépa, les processus de sélection, parce qu'on est sélectif. Donc pour ce genre de prestations-là, nous on a besoin d'avoir des élèves motivés et engagés. Donc il y a un processus de sélection sur la motivation des candidats. Moi, ce que j'aime bien quand tu parles de budget aussi, il y a quelque chose qui fait déclic en fait que j'ai appris trop tard, c'est qu'en fait quand on prend un accompagnement en prépa, pour moi c'est pas seulement un accompagnement, mais c'est plus un investissement. Ouais. Parce que si tu investis en prépa, tu investis dans un accompagnement, tu investis dans tes meilleures notes, meilleurs résultats au concours, meilleure école, meilleur stage, meilleur salaire. Ouais. Donc en fait, tu vas peut-être dépenser quelques milliers d'euros en prépa, mais derrière ces quelques milliers d'euros, tu vas les récupérer tous les mois dans ta vie en fait. Et ça, c'est ce que j'ai compris trop tard, c'est un investissement qui coûte quasi rien, enfin, c'est un budget, mais par rapport aux dizaines de milliers d'euros que tu vas engranger en plus après chaque année tout au long de ta vie, par rapport à ce que tu auras un meilleur réseau, tu auras une meilleure école, des meilleurs stages, en fait, c'est une question que je ne me suis pas posée à cette époque-là et que j'aurais pu me poser, mais c'est trop tard au moment où je me la suis posée. Mais c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui font le choix d'aller dans des prépas privées d'excellence, parce qu'elles se disent, écoute, quitte à mettre après ça dépend des prix des prépas privés, mais ça va entre de 2 000 € par an à 10 000, 15 000 € pour les plus chers. Ouais. Mais c'est parce que derrière, ils se disent, quand je vais intégrer une top 3, à la fin de l'année, le retour sur investissement, à la fin du cursus en top 3, en fait, ça vaudra largement le coup. Par exemple, on sait qu'il y a à peu près, dès la première année, entre un top 5 et un top 3, à peu près entre 5 000 et 15 000 € de différence dès la première année. Impressionnant. Et même sur les différents classements, on voit qu'il y a toujours le top 3 qui bouge jamais parce que eux, c'est des salaires garantis sur plusieurs années, des écoles qui sont stables. Et après, tu as le top 10, top 15, en fait, tout le temps ça bouge parce que c'est des écoles qui payent les classements, c'est des écoles qui ont des arrangements. Mais le top 3, top 5, eux, ils ne bougent jamais. C'est des salaires garantis, c'est des preuves sociales à vie sur plusieurs générations. Ouais, surtout que même parfois, moi j'ai vu des réactions assez. Parce que tu parles de preuves sociales.
Je sais pas, moi j'ai vu des gens, dès que quelqu'un dit ouais j'ai fait HEC, tu vois, tout de suite on l'écoute. Ça claque, tu vois. ça claque. Bah ouais. Et même sur LinkedIn, même des mecs qui lancent des petits projets d'entrepreneurs, des petites startups, bah comme le mec a fait HEC, bah tu auras beaucoup plus envie de l'écouter qu'un mec qui a fait une petite école et qui a un projet de zinzin. Et parce que le mec a fait HEC, tu te dis lui il a une meilleure capacité cognitive, une meilleure réflexion et du coup bah forcément s'il y a de l'argent à mettre pour un business angel, et bah tu iras le mettre chez HEC. Ouais, mais c'est sûr, hein, enfin après c'est la France, c'est le diplôme, donc après bon, soit tu joues le jeu, soit tu sors de ce pays. C'est ça. Ok. Mais et puis aussi il y a un autre détail aussi, c'est que dans tous les cas, quand tu vas rentrer en école de commerce, il y a 40 000 € que tu vas lâcher au minimum, tu vois. C'est impressionnant. Ouais. Et donc, ça sur 5 ans, 3 ans, c'est impressionnant. Et en fait, tu vois, la réflexion que j'ai maintenant, c'est de me dire, ok, j'ai 40 000 € à mettre. Est-ce qu'il faut que je les investisse dans une bonne école qui va me rapporter peut-être 60, 80, 100 000 € à l'année, ou mettre ces 40 000 € dans une école qui va me rapporter 30 à l'année, tu vois, la première année. Bah c'est ça en fait. Il n'y a pas le même retour sur investissement. Il n'y a aucun point commun pour moi, les deux se valent même pas. On peut même pas les comparer tellement il y a un énorme gap. Ouais, ok. Mais c'est cool parce que du coup, en fait, on a à peu près la même réflexion, mais d'un point de vue différent. Moi, par exemple, en prépa, je sais que j'ai pas du tout investi sur moi-même, mais plutôt vers la fin parce que moi j'ai fait 3 ans, donc sur ma cube, bah j'ai dû investir sur moi-même parce qu'en fait, j'ai fait 2 ans de prépa et j'ai eu cette réflexion-là quand même assez tardivement. Toi, tu l'as eu beaucoup plus tôt, mais ouais, c'est assez intéressant du coup d'avoir. Et qu'est-ce qui t'aurait permis, selon toi, de faire que 2 ans et d'avoir des meilleurs résultats sans forcément cuber et sans forcément donner encore 1 an d'énergie? Je pense déjà il fallait que je me mette beaucoup plus au travail dès la première année, parce que quand moi j'étais en prépa, en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'en fait les profs ne nous donnaient pas beaucoup de devoirs. Donc moi j'étais dans un très très bon lycée, j'étais au lycée Hoche à Versailles, mais pas en prépa Hoche. Je voulais aller là-bas, mais bon, ils m'ont pas pris. Mais je travaillais beaucoup. Et je suis arrivé en prépa, et en fait, on ne me donnait pas de travail. Et moi, j'avais pas compris que le travail, c'était à moi de le trouver, tu vois. Ouais, c'est ça, le travail personnel. On avait juste 2-3 exercices à faire en maths. On avait un TD de 15 exercices. Voilà, t'en fais 2-3 par jour, c'est fini. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Pareil, dans les autres matières, bon, c'était ce qu'on voulait. Puis voilà, moi, je faisais ma vie. Tu parlais qu'au lycée, il y avait des gens qui jouaient à Clash of Clans. C'est ça. Moi, le soir, j'étais un peu comme ça. Je jouais à Clash of Clans et tout, parce que il n'y a pas de dehors, mais moi, j'étais tranquille. Et puis après, je suis allé en cours. Je tapais des 3 à 4 en maths. Je me disais, c'est normal, on m'a dit que c'était la prépa. C'est ça. Donc moi, j'avais pas du tout conscience. Et en plus, tu vois, le truc, c'est que quand je parlais au 2e année, ils me disaient, ouais, apprends ton cours. Ouais. Je comprenais pas pourquoi. Moi, je voulais juste apprendre les méthodes juste pour résoudre des exercices. Moi, c'est pareil. Et j'apprenais le cours, moi, je me dis, ça sert à rien d'apprendre le cours parce qu'il faut connaître les exercices. Ouais, mais c'est une erreur. Si tu connais pas les méthodes, tu peux pas réussir les exercices. Ouais. Et je me suis pris une calque au concours. Mais on va y revenir. Parce que là, on a fait un gros saut dans le temps. Mais du coup, là, on arrive à la première année. Fin de première année, c'est comment La première année, fin de première année, ça se passe comment? La première année, fin de première année, je commence à me poser beaucoup de questions. Je refais un Parcoursup en réalité. Ça, je l'ai jamais dit à personne, mais je refais un Parcoursup. Et tu le dis à la caméra comme ça. Je me dis, mon école me dit, ils me convoquent, ils me disent, Mathieu, on va pas pouvoir vous garder parce que vous n'avez pas le niveau. Parce que nous, on a d'autres élèves qui nous attendent et on veut vraiment le top 3. On peut pas se permettre d'avoir des élèves qui vont à Cage. On veut vraiment le top 3. Et du coup, là, je me pose beaucoup de questions. Je commence à postuler à Dauphine. Je commence à postuler en école de commerce post-bac. Et vraiment, pour moi, c'est la panique, cette période-là. Et je me dis, mais comment je vais faire? Et du coup, je commence à prendre des appels avec des mecs qui ont HEC. Des mecs de mon réseau qui ont HEC, des alumni de mon école, de mon prépa, qui ont intégré des écoles prestigieuses. Des mecs qui me donnent les méthodes. Je commence encore plus à aller voir les profs à la fin du cours, leur dire mais c'est quoi la meilleure méthode de travail? Est-ce qu'il faut dormir que 4 heures par soir? Est-ce qu'il faut travailler 2-3 heures du matin à 6 heures et puis à 6 heures tu fais une sieste de 6 heures à 7 heures? J'ai absolument tout testé. C'est pour ça qu'avant je vendais des guides de productivité parce que j'ai tout testé et je me dis c'est dommage de perdre tout ce temps-là à tester alors qu'on est en prépa, on n'a pas le temps pour ces choses-là. Et c'est vraiment la fin de la prépa, la première année, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je refais une deuxième année de prépa? Est-ce que je vais en fac? Mais derrière, je savais très bien que la fac, ça m'aurait pas apporté le même salaire et pas apporté le même prestige de carrière qu'en restant en prépa. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu sois resté en prépa? Tout simplement, je me suis dit, j'ai déjà utilisé 1 an de ma vie, j'ai donné 1 an de mon énergie à fond, à 100% pour la prépa. Donc je peux pas baisser les bras maintenant et repartir en baissant les bras toute ma vie, je vais regretter. Je me suis dit, il faut absolument que je finisse ce que j'ai commencé
aller chercher l'école que je mérite et travailler pour avoir cette école que je mérite. Même si c'est dur une deuxième année, mais dans une vie de quasiment 100 ans, qu'est-ce que c'est une année en plus? J'avoue, ouais. Et du coup, je me suis donné à 200% pour avoir l'école de mes rêves et j'ai appliqué les meilleures méthodes. Tout l'été, j'ai réfléchi aux meilleures méthodes du marché. J'ai travaillé tout YouTube, j'ai tout fouillé pour me dire quelle était la meilleure méthode. J'ai même regardé des vidéos de motivation américaines pour me dire, mais comment ces mecs ils font pour réussir? Et moi, je veux réussir comme eux en fait. Et donc, j'utilisais toutes les meilleures méthodes. Pendant tout l'été, je me suis fait un carnet pour me dire comment je fais pour avoir l'école de mes rêves à la fin de la deuxième année. Okay. Et quand tu as commencé du coup à vendre des tutos, enfin plutôt des guides de motivation et de productivité, c'était à quelle période? C'était plutôt deuxième année. Parce qu'en fait, en première année, j'avais tous les vendredis soirs, je prenais du temps pour faire du montage vidéo. C'est quelque chose que j'appréciais. Et en deuxième année, je me suis dit, Mathieu, là, j'ai monté un petit peu par rapport à la deuxième année, mais j'ai pas non plus ultra monté. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Si j'ai pas d'école, comment je vais faire? Et du coup, je commençais en fait à me poser un plan B et de me dire, en fait, si j'ai pas d'école, au pire, je serai un vendeur de formation. Et du coup, j'ai commencé à vendre des guides de productivité pour commencer à construire ma marque en fait. En plus, ce que tu me disais, ce qui était marrant, c'est que tu vendais des guides de productivité à des gens qui étaient dans des parcours aussi prestigieux que toi. Exactement. Tu peux en dire plus? En fait, j'avais des amis qui commençaient aussi un peu de business dans les autres écoles. Et du coup, ils me disaient, pour vendre un truc, tu dois faire ça. Et du coup, en fait, je testais. Donc le samedi, je prenais un petit peu de temps, le soir, entre 17h et 20h. Je prenais le temps, je construisais mon petit tunnel de vente. Et puis je vendais ça. Et que à des mecs dans mon réseau qui étaient en prépa et qui voulaient aussi des meilleures écoles. Et je connaissais cette douleur parce que je la connaissais, je la voyais. Elle était en moi, cette douleur. Ouais, tu la vivais. Voilà, je la vivais. Donc j'utilisais cette douleur que j'avais pour la renvoyer sur les autres et leur dire, les gars, si vous voulez une bonne école, il va falloir travailler la productivité. Et moi, je leur vendais ça du coup. Ok. Ouais, c'est excellent parce que tu avais déjà cette mentalité business dès la prépa. Dès la première année et dès la deuxième année, ça s'est renforcé. Ok. Et pendant l'été, entre la première année et la deuxième année, donc là tu m'as dit que du coup tu avais tout retourné YouTube pour préparer du coup tes guides de productivité. Est-ce que parallèlement à ça aussi, tu as retravaillé tes cours entre la première année et la deuxième année? J'ai retravaillé beaucoup les maths. Il y avait un gars sur Instagram qui disait qu'il fallait travailler les maths même à la plage, il fallait revoir ses formules. Donc moi, comme j'étais ultra stressé, j'avais pas d'accompagnement, je savais pas trop où mettre de la tête, je me suis dit, ok, je vais à la plage avec mes formules. J'avais tout le temps mon petit livre rouge avec moi et j'allais à la plage avec mes formules. J'allais en vacances avec mes formules. Et tous les jours, je les relisais. Et un exercice, une annale par-ci, une annale par-là. Ok. D'accord. Donc tu commençais déjà les annales dès la première année? Obligé, ouais. Ok. C'était des annales de type quoi? EDEC-UM, Je faisais HEC? beaucoup d'EDEC. Je me disais que je peux pas aller à HEC, j'avais pas de niveau en première année, donc ça servait à rien d'aller se donner des objectifs de fou. Si ça je perdais mon temps. Donc je me suis dit, EDEC, c'est possible pour moi d'aller le chercher. J'avais des gens de mon entourage qui avaient été à l'EDEC et ils m'ont dit, c'est possible l'EDEC quand tu connais les méthodes. Donc je travaillais beaucoup les annales EDEC. Ok. Mais parallèlement à ça aussi, tout à l'heure, tu disais que dans ta classe, il y avait des gens quand même qui préparaient HEC. Et même plusieurs fois, tu sais, quand on discutait, nous deux, hors caméra, ils me disaient que dans ta prépa, en fait, ça préparait vraiment à HEC. Et tu vois, est-ce que tu peux m'en dire? Parce qu'après, moi aussi, je vais te raconter un peu mon expérience dans ma prépa. Carrément intéressant. Pour voir les comparaisons. Tu vois. En fait, nous, à la prépa, il y avait un classement. À chaque bac, à chaque concours blanc, il y avait une feuille qui était rendue publique au sein de l'école, que tu pouvais voir et tu voyais le classement de chacun. Et en fonction du classement, tu connaissais un peu les barèmes, tu connaissais un petit peu quelle école tu peux taper avec ça. Et je savais bien que l'école maximum, c'était l'EDEC. Si tu descendais en dessous de l'EDEC, tu étais considéré comme un paria. Fallait pas te parler parce que tu étais un mec nul. C'était vraiment EDEC, HEC, c'était vraiment cette partie du classement en fait. Et dès que tu sortais, tu étais nul. Limite, tu savais même pas si tu allais rester encore là plusieurs mois. Il y a plein de mecs qui sont partis parce qu'ils étaient tellement critiqués, harcelés que ils sont partis. Harcelés carrément? Pas harcelés, mais en mode on les regardait pas bien. Ils étaient pas harcelés, ils étaient juste mis de côté parce que personne voulait les aider, parce que personne voulait leur parler, personne voulait traîner avec eux. Et du coup, ces gars, ils sont partis de côté et ils l'ont mal vécu et ils ont quitté la prépa. Okay. Ouais. Okay. Mais toi, tu penses que globalement, la prépa pour toi, c'était une bonne expérience ou plus une mauvaise expérience? Franchement, excellente expérience. Si ça avait été à refaire, je pense que je l'aurais refait. Mais j'aurais retravaillé mes méthodes, je pense que je me serais fait faire accompagner, j'aurais vraiment cherché un meilleur suivi, avoir un meilleur réseau de personnes qui m'expliquent, des personnes qui ont réussi là où j'ai pas encore réussi, et qui me disent, mais Mathieu, là j'ai eu HEC comme ça, j'ai eu EDEC comme ça, et moi vraiment copier leur stratégie, mais vraiment avec leur suivi. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué. Mais du coup, toi, si tu devais refaire ta prépa, est-ce que tu serais allé toujours dans le même type de prépa qui prépare vraiment pour HEC?
ou en tout cas le top 3, top 5, ou est-ce que tu irais dans une prépa un petit peu de proximité, où vraiment là, un peu plus cool avec les élèves, et on n'a pas forcément des grosses attentes vis-à-vis d'eux? Honnêtement, je préfère une grosse prépa qui prépare très bien, même s'il y a beaucoup plus de travail. Mais derrière, il y a des profs qui sont ultra exigeants. Et comme moi, je suis quelqu'un d'exigeant, j'ai envie de satisfaire, j'ai envie de réussir. Donc forcément, ça va monter le niveau, ça va monter le niveau de pression. Et un diamant, comme on le sait, c'est juste un morceau de charbon sous très haute pression. Donc pour être un diamant, il faut être sous pression. Ok. Et je pense que je préfère largement une bonne prépa, même si c'est très dur. Mais je veux simplement l'exigence. Et l'exigence me permet d'être exigeant envers moi-même et d'avoir des meilleurs résultats, de me pousser en fait moi-même au meilleur. J'ai besoin d'avoir ce booster tout le temps derrière moi. En fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, tu vois, j'étais dans une prépa plutôt moyenne. En plus, tu m'avais dit que t'étais enfin, Mais j'avais hésité avec la Bruyère. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'étais à la Bruyère et tout. Et en fait les profs à la Bruyère, en tout cas, vraiment, c'est des crèmes, hein. Ils sont vraiment hyper cool et tout. Et franchement, moi, en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Et par contre, l'ambiance générale avec les élèves, c'était impossible de dire je veux HEC. Ah non, 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 non. Tu dis tu veux HEC et on va te regarder en mode ah ouais, tu t'es pris pour qui, mec? Genre, non, non, calme-toi. Top 5 encore à la limite. Tu as essayé d'avoir le top 5, tu vois. Le top 3, mec, rêve pas, tu vois. Mais comment tu justifies ça? En fait, il y a très peu d'élèves dans ma prépa qui allaient dans le top 3. Il y en a toujours un ou deux par an. Le dernier mec qui a eu HEC, tu vois, c'était il y a 3 ans. Et le truc, c'est que si t'es à Versailles, il y a 4 prépas ECG à Versailles. T'as Hoche, Ginette, Grandchamp, eux, ils envoient massivement leurs élèves dans le top 3. Et donc, en fait, les gens étaient déçus quand même d'être à la Bruyère. Il n'y avait pas de fierté, tu vois. Quand, par exemple, là, tu me disais que tu étais à Douai, et je pense que les gens à Douai, ils étaient fiers d'être à Douai, On est très d'être heureux. dans un environnement où, tu vois, tout le monde est stimulé parce qu'on veut tous les meilleures écoles, Tout le même monde si se- c'est exigeant. On se serre les coudes aussi quand on veut tous une bonne école. Et il y a ce goût de l'exigence et du coup on s'entraide pour aller chercher des excellentes notes. Alors que nous, tu vois, c'était pas comme ça. Après, ça dépend des promos. Parce que la promo précédente, les gens vraiment, c'était des bosseurs. Enfin, limite, ils se faisaient des petites compétitions. Genre en mode, je sais pas, ils avaient des groupes de 4-5 personnes. Et le dernier qui avait la moins bonne en maths, en fait, il payait un kebab à tout le monde. Tu vois, genre, il y avait une espèce d'ambiance comme ça. Et du coup, moi, j'étais vraiment inspiré par la dynamique C'est cool, ouais. de mes deuxième années, quand moi j'étais en première année. Mais dans ma classe, en fait, il n'y avait pas cette ambiance-là. Globalement, les gens, ils visaient un top 5. Et c'était accepté de dire qu'on voulait un top 5, mais quand tu disais un top 3, non. Genre, et je sais pas si je peux raconter cette expérience-là, mais je vais raconter. Genre, moi, à un moment donné, j'étais avec un pote et tout, je travaillais avec lui. Et du coup, c'est mon associé là dans la boîte que j'ai lancée. On était là, on était en mode, ah, je sais rien, tu vois. Genre, on était vraiment, on s'entraidait et tout. Et juste à un moment donné, mon ami, il avait le logo HEC en fond d'écran sur son ordinateur. Et là, du coup, je l'ai vu, je fais, ah ouais, ok, toi, t'es un mec chaud, c'est HEC rien. Et il y a une meuf qui me regarde, elle fait, eh, mais Hugo, ça n'a rien de rêvé, t'auras jamais HEC. Devant toute la classe, comme ça. Tout le monde était silencieux. Ah, mec, il y avait l'ambiance pesante et tout. En fait, c'est de la jalousie. Ah, je sais pas si c'était de la jalousie, mais je sais que tu vois, elle voulait lancer une pique parce que je sais pas. Genre, C'est impressionnant. ouais. Mais après, tu vois, c'était pas la meuf Ouais. la plus appréciée de la classe aussi, tu vois. Genre, à un moment donné, à la fin de l'année, elle s'est retrouvée toute seule et tout, parce que bon, quelqu'un comme ça qui est négatif et qui envoie des piques à tout le monde, tu vois, personne n'a envie de traîner avec elle, tu vois. Mais ouais, il y avait cette ambiance-là, un peu. Et je trouvais ça dommage parce que les deuxièmes années, c'était pas comme ça. Donc après, bon, ça dépend, il y a des promos, tu vois, ça se passe bien, des promos, ça se passe mal, et puis après, il y a une ambiance aussi de la prépa en général. Tu vois, il y a d'autres trucs et tout, tu vois. Mais moi, vraiment, je rêvais tellement d'être dans une grosse prépa, Et genre ouais. type Ginette, ou genre Hoche, ou même Douai, tu vois. Genre, tout le monde est là, ils disent HEC, parce que du coup, moi, quand j'étais en cube, moi, le dimanche, j'allais à Paris, je montais à Paris pour aller travailler dans les bibliothèques qui étaient ouvertes le dimanche. Et du coup, moi, en fait, je travaillais avec des mecs qui étaient dans ces prépas-là, dans des top prépas parisiennes, des Ouais. Henri IV, le Grand et tout. Tu vois, et du coup, moi, évidemment, tu sais, quand on est deux à faire une année à l'HEC, tu vois, on se regarde, on fait, ah ouais, ok, t'as fait combien de temps de pourcentage de sujet et tout, etc. C'est bien, ça, c'est bien. Et du coup, on était amenés à discuter, et du coup, moi, j'étais là, je leur disais, ouais, tu fais quoi? Le mec, il me disait, HEC. Mais normal, Normal. tu vois. Moi, j'avais, tu sais, pour dire que je voulais, genre, une parisienne, j'étais là en mode, T'avais la niaque. ouais, non, mais ça voulait pas sortir, parce que moi, j'étais encore dans la mentalité de ma prépa, tu vois. Ouais. Mais là, je voyais des mecs qui, genre, sans complexe, et ouais, je suis HEC, toi, normal. Et moi, j'aurais tellement aimé côtoyer ce genre de personnes-là, parce que ça m'aurait motivé. C'est impressionnant. Et c'est Ouais. vraiment ça, la puissance du réseau, c'est que ça te pousse en fait vers le meilleur. Et il y a deux salles, deux ambiances, ceux qui te poussent vers le bas, ceux qui te poussent vers le haut.
Et en fait, quand tu comprends ça, tu t'entoures des meilleurs et les résultats sont complètement. Enfin, c'est impressionnant de voir la différence de résultats entre ceux qui se poussent vers le haut, ceux qui se tirent vers le bas. Et en fait, ceux qui se poussent vers le haut, bah, ils vont pas seulement réussir, mais ils vont faire réussir les gens autour d'eux. Ouais. Donc, du coup, c'est impressionnant. En fait, c'est de l'aura, tu vois. Il y a des gens qui inspirent les autres et c'est vraiment cool de travailler avec eux. Mais c'est ce que je dis, hein, parce qu'avec toi, par exemple, hors toi, parcours académique et tout, et je te l'ai dit en plus hier au Ouais, téléphone, c'est vraiment cool. mec, à chaque fois que je te parle, je te jure, j'ai l'impression d'apprendre un nouveau truc, C'est d'avancer. incroyable, ouais. Mais vraiment, t'as un puits de connaissances. Mais après, je pense que c'est parce que t'as développé ça pendant la prépa. Mais pour le coup, mec, vraiment, rien que ta présence, je trouve, elle m'apporte beaucoup, tu vois. Ah, ça, le but, c'est vraiment qu'on se soutienne, en fait. Ouais. Parce que s'il y en a un qui réussit, il faut que l'autre y réussisse aussi. Oui. On peut pas laisser les gens dehors. Ouais, mais c'est vraiment cool, hein. Enfin, vraiment, t'es une bête de personne. Et vraiment, moi, je souhaite ça vraiment à tout le monde de trouver quelqu'un comme toi. C'est Genre. impressionnant. Parce que franchement, moi, je serais avec un match en prépa, franchement. Je pense que vraiment, je l'aurais mieux vécu, tu vois. Après, en prépa, j'étais vraiment tout seul dans mon coin. Ok. Je parlais vraiment à personne. J'avais quelques colocs, mais comme eux, ils visaient HEC pour le coup. Et moi, j'étais un peu en dessous. Bah, ils m'aidaient, parce qu'on, comme on dit, on se soutenait, etc. On se serrait les coudes. Mais il y avait quand même ce décalage qui fait que leur notion en maths était vraiment beaucoup plus poussée que les miennes. Donc, je pouvais pas me permettre de leur poser des questions qui pour eux étaient évidentes. Donc, il y avait quand même un petit décalage. Mais c'est vrai que du coup, je traînais beaucoup tout seul, mais je me formais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que, toi, par exemple, t'aurais aimé, du coup, en prépa, je sais pas, avoir un mentor, un coach, qui a galéré comme toi, Ouais. qui a vu un top 3, mais qui lui aurait tout le temps pour t'aider, genre. Franchement, je pense que ça m'aurait vraiment permis de faire une différence. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je travaillais, j'avais des stratégies que je mettais en place. Une stratégie par là de productivité, une stratégie par là, le prof de maths qui me dit ça, mon autre prof de maths qui me dit ça, parce qu'à dos, on a 2 à 3 profs de maths. Donc en fait, chacun te dit sa stratégie. Chaque prof d'anglais te dit travaille 3 heures, le prof d'espagnol qui te dit travaille 3 heures, les profs de maths qui disent travaille 3 heures. Et dans une journée de 24 heures, tu peux pas faire tout 3 heures. Donc du coup, il faut vraiment un planning, il faut une Ouais, c'est stratégie complète. En fait, c'est pas une stratégie matière par matière, mais c'est une stratégie complète. Et ça, je l'avais pas. C'est vrai qu'en fait, à force de vouloir tester chaque stratégie une par une et de les combiner, ben, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme si tu voulais faire des crêpes et des pancakes et un gâteau au chocolat, tu mélanges tout. Bah, ça fait pas bon. Il Ok. faut faire une stratégie, tu te concentres dessus. Et ça, je l'avais pas. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué, c'est d'avoir vraiment un mec qui me délivre la stratégie clé en main. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de me poser des questions. Je suis en prépa, j'ai pas le temps. Juste, il me donne le truc, j'applique et j'y gagne. Ouais, t'as pas besoin de chercher, t'as la méthode qui va marcher pour toi et tu l'appliques. Et ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est qu'en fait, j'allais partout. Tac, tac, tac. J'étais invité à un événement, j'y allais. Après, l'autre qui me propose des cours de maths, l'autre qui me fait ça, l'autre qui me fait ça. Et du coup, en fait, chacun me donnait ses méthodes et j'essayais tout. Mais quand tu essayes tout, bah, t'arrives à rien. Et c'était ça mon gros souci. Bah, c'est pour ça que chez Horizon Prépa, nous, on a mis en place un coach. On retrouve pas ça partout. Parce qu'en fait, le but là, c'est de donner, bah, comme tu l'as dit, clé en main, des méthodes pour que les élèves soient productifs dès le début. Dès qu'ils rentrent chez nous, il y a déjà un appel de coaching avec le coach pour savoir bah, déjà connaître la mentalité de l'étudiant, quel est son emploi du temps dans sa prépa, comment ça se déroule, ses écoles, etc. Pour ensuite créer un planning de travail. Et donc ça, c'est ce dont vous pouvez avoir accès à Horizon Prépa et aussi dans les très très grosses prépas. Par exemple, je sais qu'à Ginette, dès qu'ils arrivent en première année, puisque en fait la plupart du temps les gens ils vont dans le top 3 à Ginette, en fait il y a un mec qui intègre à top 3 qui en donnait directement des conseils à un étudiant qui en rentré en première année. C'est vrai que dès le début, en fait, l'étudiant, bah, il sait déjà comment travailler. Il n'a pas besoin de chercher, il sait comment faire. Il est dans une top prépa et on lui dit comment travailler. Ginette, ils sont pas premiers pour rien. Après, nous, on avait un truc aussi. À Douai, c'était des parrains et des marraines. Je sais pas si tu connais un peu le concept. Si, si. Mais c'est des élèves de deuxième année. Exactement, les deuxième années parrainent les premières années et les troisième années les écoles de co. Et bah parrainent, ce qu'on appelle les infinis, nous, parrainent les deuxième années. Et du coup, en fait, il y avait ce partage de connaissances C'est excellent. et c'est excellent. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me sentais tellement pas à la hauteur que je ne profitais pas de cette opportunité. Ah ouais? Et non, et en fait, c'est ces gens-là qui nous disaient, mais envoie-moi un message sur Messenger, viens, on discute, on prend un moment. Mais en fait, j'avais tellement ce syndrome de ne pas réussir, je me suis dit, mais je ne suis pas à la hauteur, donc je ne peux pas me permettre de leur faire perdre du temps. Je ne peux pas me permettre de leur prendre du temps dans leur journée pour qu'ils m'aident alors que les mecs, ils sont à des années-lumière de moi. Et je pense que ça, j'ai regretté aussi parce que c'est des mecs qui m'offraient tout, qui m'offraient toutes leurs méthodes, qui me donnaient tout sur un plateau d'argent, et ça, je n'ai pas utilisé. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a manqué, c'est que j'avais cet accompagnement qui m'était proposé, et en fait, j'ai laissé filer, et je regrette pas forcément parce que j'ai quand même une bonne école, mais c'est quelque chose qui m'aurait encore permis de performer encore plus. Et pourquoi tu t'es auto-censuré comme ça? Mais en fait, je me suis dit, voilà, là, j'ai des notes en maths qui sont trop basses, donc je peux pas me permettre
de rester comme ça. Mais d'un autre côté, bah, qui va m'aider? Parce que je suis tellement bas que qui va être capable de m'aider et de prendre le temps pour moi? Ok. Et même les profs, en fait, ils me disaient, mais Mathieu, bah, t'as vu ton niveau, ça sert à rien que je t'aide. Tu pourras pas, même si je t'aide et que je prends 10 heures par semaine pour toi, tu pourras pas intégrer HEC. T'es pas au niveau par rapport aux autres élèves. Même si je t'accompagne, t'arriveras jamais à la hauteur des autres. Et du coup, en fait, c'est ça le fait que il y a ces personnes-là qui te disent, bah non, t'es pas capable. Et puis toi, tu te dis toi-même que t'es pas capable. Et du coup, en fait, bah, t'es un peu, il y a quand même ce fossé. Et je me suis dit, bah en fait, ouais, ça sert à rien en fait. Mais du coup, pour toi, selon toi, ce qu'il aurait fallu, c'est faire quoi pour que tu sois vraiment, dans ta tête, tu te dises, ok, là, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place dès le début pour que tu sois déjà bien opérationnel et que Bah, tu vraiment, je pense que le mieux, c'était, ça aurait vraiment été un booster, mais dès la première année. Et le mec, il me prend par la main et il me dit, ok, là, t'as 0. Pourquoi t'as 0 en maths? Pourquoi t'as 5 en maths? Pourquoi t'as 10 en maths? Pourquoi t'as pas encore 20? Comment on va aller chercher les 20 en fait? Comment on va analyser ta copie, mais étape par étape, on va tout comprendre. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Pourquoi ta formule a été bien construite? Et avoir vraiment comme un bras droit, le mec il est avec toi, comme si c'était un espion dans ton œil en fait, qui regarde tout avec toi et qui te fait un feedback à chaque fois en fait. Ok, en fait, la stratégie, quoi. La stratégie. Mais dès le début, parce qu'en fait, comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment le fait que je m'y sois penché trop tard pour l'accompagnement, pour le prof de maths qui m'a aidé, et bah, ça fait qu'il y avait déjà un trop gros fossé. Et En fait, ouais, c'est dès le début, quoi. Enfin, dès le début. En fait, à chaque fois qu'on attend, c'est trop tard. C'est ça en fait. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, parfois, en fait, nous, chez Horizon Prépa, parfois, nous, comme je l'ai dit, on sélectionne nos étudiants sur la motivation, mais pas que sur ça non plus. C'est que quand, là, il y a les concours qui vont bientôt arriver, mais quand, en fait, on a des étudiants qui, à 2 semaines des concours, nous disent, bah, écoutez, quand, par exemple, moi, je les en appelle, on me dit, ouais, écoute, Hugo, j'ai besoin de cours de maths, j'ai 2-3 en maths, et je veux avoir, je sais pas, un top 3 au concours, bah, je suis désolé, mais en fait, on peut pas, et donc on peut pas prendre ces élèves, c'est impossible. Nous, on peut pas accepter d'accompagner des élèves alors qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à revoir. Si la personne décide de cuber, alors là, oui, parce qu'on aura un an pour l'accompagner, mais sinon, ouais, c'est vrai que ouais, quand t'as un étudiant qui arrive en 2e année, qui a 5 en maths, C'est mort. qui a attendu, Ouais. parce que dans sa tête, il s'est dit que bon, je vais travailler moi-même de mon côté, et je vais réussir tout seul. Au final, on se retrouve au point mort où, en fait, la personne, elle stresse parce que bah, elle sait qu'elle n'aura pas les écoles qu'elle veut. Bah, nous, derrière aussi, on peut pas rien faire, on n'est pas des magiciens. Nous, généralement, on a une bonne progression pour nos élèves, mais ça suppose de nous rejoindre assez tôt, pour commencer dès le début à mettre les bonnes méthodes en place. En fait, c'est ça. Parce que même si tu gagnes 2 points en 2e année, ça suffira pas parce que dès la première année, tu aurais pu gagner 6 points en fait. Mais Ouais. comme tu as attendu, et bah, 2 points en plus en 2e année, ça sert à rien. Tu vas peut-être passer de Bisbee à MBS, mais tu passeras pas à HEC. quoi. Oui, bien sûr. Au mec, on va se faire tuer par les écoles. On coupera au montage. C'est vrai. Du coup, la 2e année, c'est intéressant parce que là, du coup, tu as commencé du coup, à travailler sur ta productivité, tu as fait des recherches sur YouTube. Donc, du coup, bah, je suppose que ça s'est un petit peu mieux passé. Enfin, est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu as commencé la 2e année? Qu'est-ce que tu as mis en place? La 2e année, en fait, j'avais des profs différents et j'étais dans une classe un peu spéciale qui préparait vraiment. C'était pas vraiment t'apprendre les maths, c'était vraiment t'apprendre les méthodes précises pour performer au concours. Donc on faisait que des sujets EDEC. En anglais, on faisait que des sujets type concours, que ça, que ça, que ça. Tous les jours, on avait un oral d'anglais, mais tous les jours. Et puis si tu faisais pas tes devoirs, en fait, le prof il te sortait. Parce qu'il vraiment, il voulait te pousser à être le meilleur. Et en fait, c'était vraiment dans cette optique-là que je me suis dit, ok, là, c'est ma dernière chance, c'est ma dernière cartouche. Il faut absolument que j'utilise. Et du coup, en anglais, je suis monté à un niveau considérable. Je suis passé de B2 de A2 à C1. Enfin, c'était impressionnant. J'ai vraiment monté. En maths, pareil, j'ai vraiment monté. J'ai pris 4 à 5 points. Parce qu'en fait, j'ai bossé. Et en fait, j'avais vraiment des profs qui me délivraient précisément la méthode. Donc, c'était impressionnant. Et en philo, pareil, ils me donnaient vraiment des paragraphes à apprendre. Ils me disaient, voilà, ce paragraphe, tu l'apprends comme ça. Tu n'as pas besoin de comprendre par cœur le livre. Juste, tu maîtrises ce paragraphe. Donc, si c'est ce sujet-là, tu fais comme ça. Si c'est ce sujet-là, tu fais comme ça. Et eux, vraiment, pour le coup, ils nous donnaient précisément les clés, en fait. Il y avait juste à prendre la clé et ouvrir la porte avec. Et ça m'a vraiment permis de gagner du temps et aussi de gagner des résultats, des points en plus dans toutes les matières. C'est intéressant que tu parles de méthode parce qu'au début, tu me disais, première année, tu travaillais énormément. Donc, tu mettais beaucoup de temps. Et là, on arrive en 2e année, tu dis que là, en fait, là, maintenant, c'est les méthodes. Les profs, ils nous donnaient des méthodes.
non pas pour travailler plus, mais pour travailler mieux. En fait, la C'est- première année, c'est là en tout cas, ça s'est passé pour moi, c'est la première année, c'est là où ils t'apprennent. Et la deuxième année, c'est là où ils te permettent de renforcer. La deuxième année, c'est plus de l'apprentissage, c'est vraiment, on renforce, on corrige, on ajuste et on envoie au concours. Et en fait, bah, là, je me suis dit, ok, là, on est en mode ajustement. Moi, je suis pas encore au niveau d'ajustement, je suis encore en mode apprentissage. Donc, sur la deuxième année, en fait, j'ai fait le robot, j'ai fait à la fois apprendre, à la fois améliorer, ajuster. Du coup, j'ai pas eu des excellentes notes par rapport aux autres élèves de ma promo, mais en fait, comme j'avais la méthode plus l'apprentissage, et bah, du coup, j'ai carrément performé par rapport à ma première année. Ok. Et ça, c'est clairement vu. Et du coup, tu penses que ça, c'est dû à la méthode? Je pense que si j'ai la méthode aussi, j'avais des profs bah, qui étaient jurés au concours, donc qui connaissaient parfaitement les attentes, qui connaissaient parfaitement les barèmes et qui te disaient bah voilà, là ton vocabulaire en anglais il est très faible, voilà comment tu vas pouvoir t'améliorer, tac, 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 prochaine séance, tu maîtrises ça, 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 et du coup à la colle d'après, tu arrivé en colle, bah, tu avais appris ce qu'il t'avait dit, et du coup bah, le prof forcément il était plus content parce qu'il t'avait donné des devoirs, tu avais appliqué, et c'était stratégie gagnante. Ouais, c'est ça. Alors que parfois, bah, en fait, sans méthode, tu peux être là, continuer à apprendre, à faire Bah, des c'est trucs ça. dans le vent et puis pas avoir les résultats. Et puis Et après, tu deviens frustré. c'est vraiment ça qui m'a aidé en fait. Et le fait bah, en philo, bah, on perdait plus de temps à faire n'importe quoi, mais on apprenait vraiment un sujet en particulier. En maths, on apprenait vraiment les méthodes du concours, les sujets, on refaisait un sujet par jour en maths. C'était absolument impressionnant. Et pareil dans toutes les matières en fait. Et du coup, bah, j'ai monté mon niveau considérablement. J'ai augmenté mon sommeil aussi parce que je travaillais mieux. Je travaillais pas plus, mais je travaillais mieux. Et j'ai pu dormir, je dormais 6 heures par nuit. Et ça me permettait vraiment d'être concentré, d'avoir une bonne journée bien productive, plein d'énergie, et ça m'a vraiment sauvé. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'avais un petit peu la même expérience, surtout en anglais, avec un professeur que, en fait, j'apprécie beaucoup. Parce qu'en plus, je lui donnais beaucoup trop de travail, tu vois. Mais en fait, lui, il nous donnait du coup chaque semaine un sujet de type concours BCE. En fait, on le traitait en entier. Je sais pas, en anglais, on traitait, je sais pas, la politique américaine. Bah voilà, on avait un dossier type concours sur la politique américaine. On travaillait, on travaillait, on travaillait. Mais on pouvait pas tout faire en classe. Donc en fait, la plupart des exercices, on devait les faire en DM. Mais c'était, comment dire ça, c'était pas obligatoire, quoi. Enfin, les étudiants faisaient ce qu'ils voulaient et on pouvait le rendre en DS en plus au professeur. Et moi, chaque semaine, je rendais un truc au prof. Parce que j'étais trop nul en anglais, j'étais vraiment nul. Et donc, ce que j'avais mis en place, c'est qu'en fait, en gros, chaque semaine, je rendais soit un essai, soit une synthèse, parce que c'est ce qui rapporte 80% des points au concours, en tout cas en langue. Et en fait, à chaque fois, bah, au début, tu sais, j'avais des notes catastrophiques. Moi, vu que j'écrivais, j'avais 4-5 en anglais. Et du coup, au début, il y avait plein de problèmes. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ok, bah, on va prendre un problème à la fois. Et pendant toute la semaine, je vais bosser sur ce problème-là. Ouais, c'est ça, c'est Au bien. début, c'était la grammaire. Ok, pendant une semaine, je vais bosser la grammaire. Ou un point particulier de la grammaire. La semaine suivante, je vais voir le professeur. Tac, tac, tac. J'ai fait toujours la même note parce que, évidemment, c'est moi, j'aurai un petit truc que je vais avoir une note différente. Mais à chaque fois, je lui disais, bah écoutez, monsieur, cette semaine, j'ai travaillé sur ce point-là. Est-ce que sur ce point-là, j'ai fait beaucoup de fautes? Et à chaque fois, le prof me disait, bah non, écoute, bah, maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que cette faute-là, je ne l'ai pas beaucoup retrouvée sur ta copie. Ok, c'est bien. Semaine suivante, j'attaque un deuxième problème. Tac, tac, tac. Et au fur et à mesure, bah, en fait, il y avait plein de problèmes que j'avais réglés. En gros, j'avais un planning et je cochais à chaque fois dès que C'est bien, ouais. cette faute, je l'avais supprimée. Ben à la fin, bah, je passais de 5 à 14 en anglais, tu vois. Et le prof, à un moment donné, bah, il était même plus là en train de corriger tu sais, des fautes de grammaire ou de barbarisme, des trucs comme ça. Mais là, on allait vraiment en profondeur, donc il corrigeait mon style. Il me disait, ouais, utilise C'est génial. des phrases idiomatiques pour faire genre, en gros, tu parles bien anglais et tout, etc. Enfin, voilà, j'avais des problèmes de riche, tu vois. J'étais plus dans le délire de, ouais, mec, je vais pas te corriger parce que à chaque fois que Bah tu oui. utilises, il y a des fautes, tu vois. C'est Et c'est bien. intéressant parce qu'en fait, bah, pareil, en fait, le but du jeu, c'est de vraiment s'entraîner sur du concours et méthode, quoi. Concours, méthode. Et vraiment, je suis 100% d'accord avec, enfin, je suis vraiment 100% d'accord avec ce que tu dis, quoi. Mais ce que j'avais aussi, c'était un petit cahier magique en maths, en Ah, ouais, anglais. tu l'as aussi. Et ton cahier magique, en fait, en maths, on mettait vraiment les meilleures formules et comment on les utilise. Par exemple, j'ai pas en tête, mais il te donnait la formule, il te disait dans quel cas tu utilises, dans quel sujet, etc. Et en espagnol et en anglais, ce que j'avais, c'était dès que je faisais une faute, par exemple, imaginons le mot Apple, j'écrivais A-P-P-E-L, et ben, je l'écrivais dans mon cahier, je le barrais et à côté, je mettais la correction. Et tous les soirs, je relisais mon erreur avec la correction. Et ça fait qu'en fait, au bout de 4 jours, comme tu le relisais tous les jours, bah, tu faisais plus l'erreur. Et comme ça, j'accumulais des pages et des pages. Et tous les soirs, je relisais comme si c'était un roman. Tous les soirs, je relisais. J'allais me coucher sans téléphone. Comme ça me permettait toute la nuit de cogiter à mes erreurs et à mes corrections.
Et ça m'a fait gagner mais un temps précieux. Et c'était un mec de l'EDEC qui m'a donné ça. Tu sais que moi, je faisais pire que toi, parce que moi, je faisais comme en primaire, je recopiais les mots. Genre, il y avait une liste de mots, Ça, par c'est exemple, quand je génial faisais une aussi. faute, et je la recopiais 10 fois, 20 fois. Comme en primaire, quoi. Parce qu'en fait, ça marchait. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, je vais changer les Bah méthodes qui voilà, c'est marchent. ça. Et ouais, attends, j'ai oublié ce que tu disais. Oh, ouais, c'était. Ouais, pour ton cahier magique, ouais. Donc, du coup, ouais, voilà, c'est sur ce point-là que je voulais revenir. Quand tu parlais des méthodes en maths, tu disais que, ouais, en fait, le prof t'expliquait dans quel contexte tu devais l'utiliser. En fait, c'est intéressant parce que moi, j'avais acheté un livre qui s'appelait Le Livre Orange. Et ça m'avait vraiment forcé à prendre le cours. Parce que à chaque théorème du cours, le mec, il mettait, bah, écoute, là, t'as ce théorème du cours-là, à quoi il sert? Bah, écoute, en 2022, à EDEC, il y avait ce sujet-là, il y avait telle question. Bah, si t'avais pas le cours, tu pouvais pas la faire. Voilà. Comment on résout la question? Tac. Et à chaque théorème du cours, C'est c'était trop ça. bien. Ouais, trop bien. Et du coup, à chaque fois, j'étais là, je me disais, ah ouais, c'est pour ça que le cours, c'est important, tu vois. C'est ça en fait. Si tu connais pas le cours, tu peux pas appliquer la méthode. Ouais, c'est Et ça, si c'est t'as ça. pas la méthode, tu réussiras pas l'exercice. Donc en fait, c'est vraiment le cours et la méthode. C'est vraiment l'assemblage des deux qui permet de réussir. Mais voilà, c'est pour ça que je suis au Horizon Prépa, nous, parce qu'en fait, c'est vraiment du 100% concours, hein. Il n'y a que des exercices de concours qu'on traite ici. Donc après, évidemment, le cours doit être su, mais donc on a des fiches de cours pour permettre aux étudiants bah, de l'apprendre plus efficacement, avec des enquêtes qui sont distribuées aux étudiants, surtout en mathématiques, ça c'est important. Mais sinon, ouais, chez nous, on fait que du concours. Enfin, on n'est pas là pour apprendre le cours, enfin, faut y aller, quoi. Donc voilà, ok. Et du coup, globalement, ta deuxième année, elle se passe plutôt bien. Plutôt mieux, ouais. Ouais, Beaucoup mieux. beaucoup mieux. Ok, Puis je vois clairement une progression en langue. Je participe beaucoup en langue. Donc les autres élèves de ma classe, ils n'osent pas trop participer. Et ils me critiquent beaucoup. Ils me disent, ouais, Mathieu, pourquoi tu participes? T'es nul, etc. Mais en fait, ils me cherchent, en fait, ils me mettent des pics pour me forcer à travailler plus et à travailler meilleur, à travailler mieux, du coup. Et en fait, moi, j'utilise ça comme une force. Et à chaque cours, je participe, je participe. Et du coup, j'ai bien vu, au bout de 4 semaines, 5 semaines, j'avais des résultats. Je parlais beaucoup mieux, mon accent s'est amélioré, mon vocabulaire, ma grammaire, mon style. Et en fait, tout s'est amélioré. Et à force de faire, de refaire, ça marche en fait. Oh, mais ça, mais de toute façon, c'est idiot de, tu vois, de dire à quelqu'un qui pose des questions, ouais, pourquoi tu poses des questions? Bah, en fait, ça se trouve, la personne qui te dit ça, elle connaissait même pas la Et c'est ça en réponse. fait. Les mecs, ils connaissent pas la réponse, mais ils osaient pas. Ce qu'ils se disent, de toute façon, moi, c'est bon, je sais que j'aurai mon école de commerce, etc. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Et moi, comme je savais pas, j'étais vraiment dans l'ignorance, bah, je me suis dit, je vais tout mettre en place pour réussir. Donc, dès qu'il y avait une question, je répondais à la question. Dès qu'il y avait un oral, que le prof posait une question, je levais la main, mais tout le temps. Même si j'avais pas la bonne réponse et que je me trompais, je tenais quand même la réponse. Et le mec, il me disait, non, c'est pas ça, mais il y a un bout qui est bien, et il me corrigeait. Et comme ça, j'améliorais. Moi, il y avait un peu ça avec mon professeur de maths, parce que aussi, il est un peu spécial, hein. Et en vrai, je l'apprécie beaucoup pour ça. C'est que lui, quand tu lui posais une question en mathématiques, il avait une manière de répondre qui faisait rire tout le monde, tu vois. Donc c'est vrai que quand il avait beaucoup la main, bah, il y a tout le monde qui rigolait, mais c'était pas méchant. Mais par contre, il y avait un truc qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que tu posais une question de maths, il disait, c'est quoi le cours? Pour répondre à la question. Précise-moi la partie du cours. Et du coup, quand tu fais une erreur de cours, quand tu la récites, le gars, il va te faire, ah, mais tu vois, mais c'est pour ça que tu arrives pas. Parce que regarde, Il est pas l'hypothèse que trop. tu as donnée, Ah oui. elle est pas bonne, du coup, ton théorème, il est faux, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, au début, je comprenais pas pourquoi il faisait ça, mais en fait, à un moment donné, j'ai compris pourquoi il disait ça, parce que la réponse est dans le cours. C'est ça en fait. À part si t'as un problème de calcul, bon, là, ok, c'est légitime. Donc, ouais, là, le prof, il va t'expliquer, tu vois. Mais tout ce qui est question de raisonnement, en fait, c'est que du cours. Et la réponse est dans le cours. Impressionnant. Et donc, au début, c'est vrai que quand je faisais cette question-là, bah, quand je l'ai vraiment posé des questions, le prof, il me disait, bah, écoute, Hugo, bah, là, quand t'as resté le cours, il y a eu une erreur et tout. Donc, bon, revois ton cours et après, on en reparle et tout. Mais à la fin de l'année, à chaque fois que je posais. Pardon, excuse-moi. Mais tu vois, à la fin de l'année, genre, quand j'étais amené, du coup, à poser des questions, bah, le prof, il me disait, récite ton cours. Moi, c'était mon cours. Il fait OK, bah, où est-ce que tu bloques? Bah, je disais, bah, c'est ça et tout, parce que là, dans le cours, on parle de ça et tout, etc. Et le prof, à chaque fois, me disait, bah, écoute, euh, là, la formule que tu as utilisée, elle va pas t'aider, donc c'est une autre, etc. Et là, ça me débloquait. Mais toujours, il fallait qu'il y ait le cours. Et c'est vrai que parfois, bah, à chaque fois que tu faisais une erreur, même une petite erreur dans ton énoncé de cours, bah, le prof, il te dit, bah ouais, apprends ton cours, ça faisait rire les autres. Mais en soi, c'est bête parce que moi, de mon côté, ça me forçait à apprendre le cours, à mieux le réciter, à le mieux le restituer. Mais après, à chaque fois, moi, j'avançais. Parce que quand les élèves ils posaient des questions assez basiques, bah, moi, maintenant, je posais des questions, Mm. je sais pas, sur des théorèmes un peu hors programme, tu vois. Genre, je pensais un peu à la proba sur, tu sais, je me rappelle plus le nom de la formule, mais c'est
C'était une somme avec des unions finies, tout, etc. C'est la formule de base généralisée, un truc comme ça, tu vois. Toi, c'est clairement hors programme. Mais moi, je posais des questions dessus parce que ça m'intéressait. Bien sûr. Mais ouais, mais c'est. Après, ça faisait rire les autres. Sauf que toi, derrière, t'étais un stade beaucoup plus Ouais, avancé. c'est ça en fait, c'est ça. Ok, ok. Et comment ça se passe les concours pour toi, du coup? Et concours, je pars à Orléans. Et ma technique, c'est de pas travailler le soir. Je travaille un peu le matin, je fais un petit rappel le matin. Et je travaille beaucoup le week-end, la semaine entre BCE et Cricom, je travaille beaucoup. Et je me dis, en fait, tout ce que j'ai pas réussi pendant mon premier concours, bah, sur la deuxième semaine, la semaine de pause, en fait, je retravaille tout ça, les petites erreurs que j'ai pu faire, je les retravaille en profondeur pour réussir et encore mieux réussir le deuxième concours. Mhm. Et voilà. Donc là, en fait, là, c'était plus du tout une histoire d'apprendre son cours ou d'apprendre de nouvelles choses, c'était Ah, c'est vraiment mort. de la routine. C'est terminé. Ok. Là, quand tu arrives au concours, tu plus le temps. Et en fait, tu es tellement fatigué le soir parce que tu as trop travaillé pendant la journée, tu as donné toute ton énergie que tu peux plus te permettre d'apprendre, de réviser. Tu es juste en mode, le mec, il arrive, il sort son cours et tu repars. Et après, tu dors et le matin, tu reviens, tu ressors ton cours, tu repars. Et du coup, ça fait que c'était vraiment ça. Je rentrais chez moi, je dirais que j'allais dormir. Je mangeais un gâteau, je partais dormir direct. Ok. Ouais, t'as raison. Enfin, pendant les concours, enfin, faut être reposé, quoi. Enfin, C'est ça, en fait, tu as bossé 2 ans pour apprendre une des notions. Bah, si tu ne les connais pas, après 2 ans à travailler tous les jours, tes notions, c'est mort, c'est fini. C'est pas en un soir, en étant stressé comme jamais, que tu vas apprendre ta notion. Ah, C'est c'est fini, fini. c'est fini. Ouais. Et justement, parce que tu stresses, et bah, tu vas l'oublier et du coup, tu vas encore plus se stresser. Donc, autant rester tranquille. Le soir, je me faisais ma petite routine de respiration, tranquillou, j'allais me coucher, et puis le lendemain, on est reparti avec le max d'énergie. Ok. Et après, du coup, les concours, ça se passe plutôt comment pendant les concours? Après les concours, Ouais, après les concours. je prépare les oraux, je commence à regarder un peu les différents types d'écoles par rapport aux écoles que je suis susceptible de pouvoir intégrer. Donc je regarde un petit peu les sites internet, voir un petit peu les associations, les projets. Moi j'avais mon projet d'activité à l'époque de marque de vêtements que je voulais continuer encore à développer. Donc je regarde les associations dans les écoles qui pourraient m'aider, etc. Et puis je commence à préparer les oraux en langue notamment. Les oraux de maths à HEC, je les prépare pas parce que déjà, je me suis pas inscrit au concours et de deux, j'ai clairement pas le niveau pour passer ces concours-là. Et donc je me concentre sur les écoles que je suis susceptible d'avoir, les connaître parfaitement, connaître leurs associations, connaître leur système et connaître du coup la politique américaine, la politique anglaise, toute la culture en fait hispanophone et anglophone pour vraiment performer au concours et avoir des points que les autres candidats n'ont pas. Ok. Mais du coup, qui sont intéressants comme ça, est-ce que toi, tu ramenais, je sais pas, tes créations pendant les entretiens de personnalité? Ouais, carrément. Ah, c'est trop stylé. J'étais parmi des mecs là qui ramenaient leur pull. J'avais fait un pull à l'époque pour ma marque de vêtements et je le ramène sur la table et les gens m'ont dit mais t'as fait ça quand? T'as fait ça au lycée? Et je dis ouais au lycée j'ai déposé ma marque, j'ai fait un partenariat avec l'âge criminel, j'ai fait ça, j'avais des étiquettes, j'avais impression, le pull je le vendais etc. Enfin j'avais un site internet et ils m'ont dit mais comment t'as fait pour faire ça? Juste en prépa et avant la prépa. Et du coup le fait que je ramène mon pull et bah ça renforçait cette crédibilité que je pouvais avoir parce que j'expliquais des choses mais ça pouvait être de la pure invention, mais le fait que je ramène mon pull, que je montre les preuves que j'ai déposé ma marque, que je ramène l'enveloppe où il y a écrit dépôt par l'INPI, et ben en fait les gens se sont dit ok mais lui on le veut dans notre école parce qu'il a un truc en plus que les autres. Ah, mais ça, c'est sûr. T'as une marque en plus que les autres, quoi. C'est ça en fait. C'est ça, t'as une activité en plus. Et moi, tu vois, par exemple, c'était à peu près la même chose. Et c'est intéressant parce que aussi, c'était dans le milieu de la mode. Donc, moi, j'aime beaucoup la mode. Moi, au début, en fait, je voulais être styliste. Styliste pour les mecs, enfin, styliste masculin. Mais en fait, bon, c'est un marché où, en gros, en fait, la plupart des mecs s'en foutent un peu de la mode, tu vois. Donc, après, c'est pour ça que je me suis pas lancé là-dedans. Mais en tout cas, moi, j'avais fait quelques coachings quand j'étais au lycée. Mais vraiment des gros relooking et tout. Et j'avais amené du coup les photos des mecs que j'avais relooké, tu vois. Et enfin, moi j'ai pas ramené de pull, tu vois, mais j'avais ramené les photos et tout. Et déjà, regardez, c'était en mode Trop bien. ça c'était avant, et ça c'était après. Non, mais c'est pas le même mec, genre. C'est impressionnant. Ouais, bah ouais. Mais c'est intéressant que du coup tous les deux on ait commencé dans le milieu de la mode. Et c'est ça, et en fait ça te rapporte des skills que les autres n'ont pas. Ouais. Et du coup déjà t'as deux teams, t'as la team des mecs qui maîtrisent pas les oraux parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont pas beaux, etc. Donc eux ils dégagent. Et après il reste la team des mecs qui sont brillants aux oraux et qui ont des choses, et du coup parmi ceux qui sont brillants, toi tu te démarques encore plus parce que tu as un projet. Et ceux qui ont un projet en fait se démarquent largement plus parce qu'il y a tout le monde qui veut faire de la finance, tout le monde veut faire du marketing, et le fait que toi tu as un projet pour montrer voilà pourquoi je veux aller dans cette direction, et bah ça te propulse encore plus que les autres.
Mais du coup, je me doute que tu étais beaucoup plus fort à l'oral qu'à l'écrit. Largement, je tapais des 20 à chaque fois. Ouais, bah pareil, hein, ouais. Moi, vraiment, les oraux, c'est vraiment l'épreuve que j'en faisais. Ouais. Et moi, je me disais tout le temps, mais vraiment, les écrits, il faut que j'ai une sacrée école, parce que je sais qu'aux oraux, je fais tout C'est des ça, en trucs, tu fait. vois. C'est là, toutes les écoles que j'ai eues à l'écrit, je les ai eues à l'oral. Ouais. Mais pour les avoir à l'oral, il fallait les avoir à l'écrit. Ouais, c'est l'écrit. Ouais, ouais. Ouais, du coup, t'as toujours eu ouais, des notes excellentes, ouais, Ouais. toujours 20. Ok. Ouais, moi, c'était plutôt entre 17 et 20. Ma papa, il mettait rarement 20 aux écrits, En fait, enfin c'est aux ça. oraux plutôt. Même ce que je faisais, c'est ma technique, c'était je posais des questions au jury, pas que à Grenoble École de Management, mais dans toutes les écoles, pour me montrer que vraiment je m'intéressais à eux. Et si je pouvais, je posais une question à chacun des membres du jury. Ça m'a vraiment permis de me démarquer parce que c'est pas seulement un interrogatoire où eux ils te posent la question, mais c'est vraiment un interrogatoire où toi, tu t'intéresses à l'école. Parce que tu as plusieurs écoles et tu as envie d'avoir la meilleure école pour toi. Tu as envie d'avoir la meilleure, tu as envie d'être le plus à l'aise dans ton école. Donc je posais des questions aux membres du jury pour leur dire, ok, dans cette école, est-ce que vous avez ça? Pourquoi vous avez choisi d'enseigner dans cette école? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer d'être jury, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pourquoi cette matière? Quels sont les débouchés, etc. Et je leur posais plein de questions pour montrer que j'étais intéressé par l'école et que j'étais intéressé aussi par leur avis. Et ça, les gens, ils adorent. Quand tu les laisses parler d'eux, quand tu les laisses parler d'eux, les gens adorent. Et du coup, bah forcément, ils te prennent. Ouais, c'est sûr. Mais en gros, c'est un entretien inversé, quoi. Ouais. Moi, j'avais pas. Mais en vrai, c'est intéressant parce que du coup, moi, j'avais pas les mêmes stratégies que toi, tu vois. Mais ça marche tout autant, tu vois. C'est que, en gros, moi, je faisais tout pour contrôler l'entretien. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'on me pose des questions que je voulais qu'on me pose parce que je sais que j'allais bien répondre, tu vois. Donc, moi, les questions que je voulais qu'on me pose, c'était sur la mode, sur le sport, parce que je faisais beaucoup de sport. Et ouais, en fait, je contrôlais l'entretien. Et là où j'étais très fort aussi, c'était le storytelling. Toi, tu posais des questions, mais moi, c'était le storytelling. Moi, je voulais emporter les gens avec moi. Je voulais qu'ils, waouh, ça, c'est la skill. Qu'ils rentrent, tu vois, dans mon histoire, qu'ils comprennent les émotions que je vivais. Et en fait, moi, les entretiens, pour moi, c'était pas des entretiens, c'était juste une discussion entre guillemets entre potes, mais c'est pas mes potes. Mais voilà, je rentrais vraiment dans les détails de mes histoires. Bien. Et je les emportais avec moi. Il y avait parfois des gens qui me regardaient comme ça, avec des grands yeux ouverts. Afin de connecter, comme si c'était un conte de fées. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je racontais une histoire. C'est ça qui marche aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, il y a toi qui, par exemple, tu posais des questions au jury, parce que du coup, eux, ils parlaient d'eux. Et du coup, ils se sentaient valorisés. Très bonne stratégie. Et moi, j'en avais eu d'autres où vraiment j'étais beaucoup dans le storytelling. C'était mon style d'entretien, tu vois. Mais c'est intéressant parce que dans tous les cas, ça marche bien. Enfin, quand tu les maîtrises, bien sûr. C'est ça. Il faut savoir les maîtriser. Une fois que tu maîtrises, pareil, c'est les méthodes. Une fois que tu as les méthodes, tu gagnes. Ouais. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Okay. Et du coup, là, après les oraux, donc tu choisis ton école, Grenoble École de Management. Comment ça se passe, la rentrée en école de commerce comparé à la génial. Je me fais des amis, on sort, les soirées, les associations, les groupes de potes, les cours qui sont pas forcément hyper incroyables, mais en fait, tu as des cours qui sont intéressants, donc je me concentre vraiment sur les cours intéressants. Et puis, surtout sur le réseau, tu te fais des amis, tu te fais des relations. Et c'est surtout ça qui est important en première année. Première année, ok. Donc la première année, tu t'es toujours... Enfin, tu as passé plus de temps à t'amuser, etc. Après, j'avais mon projet à côté qui je continuais à développer, etc. Et je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je continue ma marque de vêtements? Est-ce que j'apprends autre chose, etc. Et en fait, je me rends compte que ma marque de vêtements, c'est bien, mais que pour avoir une meilleure acquisition client, il faut du marketing. Et du coup, là, je m'intéresse tellement fort au marketing. J'apprends toutes les stratégies, j'achète toutes les formations des mecs de Dubaï. Et je me dis, mais ok, je vais être le big boss de marketing. Pour déjà avoir des skills en marketing que je pourrais mettre soit dans ma marque de vêtements, soit que je pourrais monétiser après. Et du coup, progressivement, ma marque de vêtements, elle se met sur le côté parce que j'ai plus le temps, en fait. Je suis tellement pris dans mon apprentissage de compétences que du coup, j'ai plus trop le temps de gérer la marque de vêtements. Ok. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, aujourd'hui, j'accompagne les coachs et les consultants. Donc, à ajouter des stratégies de marketing bien précises pour gagner en confiance, gagner en visibilité, gagner en conversion client et pour aider ces coachs et consultants à avoir 5-7 ventes en plus tous les mois dans leur activité. Ok, bah c'est excellent parce que du coup, pour être honnête, hein, du coup, moi, du coup, tu m'as conseillé sur tout ce qui est ma stratégie justement d'acquisition, les miniatures que je faisais, les titres que je devais mettre, etc. Donc pour le coup, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie que tu sois là parce que moi, je reconnais ton travail et je sais que vraiment tu apportes beaucoup de valeur. Et ouais, enfin, sur ça, t'es vraiment instrument, mais c'est pour ça que. Ça, c'est trop cool. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je te dis, mec, à chaque fois que je suis avec toi, j'apprends des trucs, c'est aberrant. En fait, comme je suis passionné par ce que je fais, en fait, je donne le meilleur à chaque fois. Et dès que j'ai un membre qui rentre dans mon accompagnement, lui, on va lui donner le meilleur. On veut vraiment qu'il se dise, j'ai fait le meilleur investissement de ma vie.
Mais c'est marrant parce que on parle beaucoup d'investissement. Tout à l'heure, on parlait de la prépa. Donc, investir, tu vois, sur soi avec des accompagnements pour réussir sa prépa. Là, pareil, tu me dis que tu investis sur toi en achetant des formations, C'est ça. des mecs qui ont réussi à s'expatrier à Dubaï, pour toi aussi te permettre voilà, de tout réinvestir dans ta Exactement, formation, ouais. donner le meilleur, parce que aussi tu t'enrichis des autres formations que tu as à gauche à droite, tu prends le meilleur de chaque truc, et du coup tu les mets dans ta formation pour aider, pour améliorer ta formation et aider au mieux possible C'est tes ça. clients. Du coup, tu vois, on est toujours tu vois, dans une dynamique d'investissement. Et puis les gens que tu accompagnes aussi investissent sur eux, parce qu'ils savent que toi aussi, tu as beaucoup de compétences, tu investis sur toi-même, tu as mis du temps, de l'énergie. Pour eux, c'est un temps de gagner, quoi. Mais tu vois, le fait en fait que j'ai développé des compétences, plus le fait que je sois en école de commerce, une des meilleures de France, on va pas se mentir, ça fait qu'en fait tu peux aussi rencontrer des gens. Tu vois, j'ai rencontré Alain Juppé, Véran, Valéran du Crayon, on a pu échanger rapidement, le président de la chambre de commerce. Et toutes ces personnes-là, en fait, le fait que tu aies quelque chose à leur apporter, que je leur parle de marketing, etc., les mecs, ils voient que tu n'es pas un élève lambda, même s'ils n'ont pas forcément besoin, parce que Valéran du Crayon, il est très très calé en marketing, mais le fait qu'ils voient que tu es quelqu'un d'intéressant, que tu t'intéresses à lui, et tu peux créer des connexions. Et du coup, c'est ça aussi, en fait, le fait que tu aies des compétences, que tu aies une force de travail, parce que tu es passé par la prépa, parce que tu as, un cursus qui est quand même cursus d'élite, prépa plus école de commerce, et en fait, t'inspires confiance, et du coup, tu peux plus facilement créer des relations avec des personnes de l'élite. Et est-ce que tu penses que du coup, la prépa, ça t'a aidé dans ton business que tu as là actuellement aujourd'hui? Mais carrément, en fait, déjà pour la discipline, la force de travail, la motivation, je me dis, en fait, j'ai compris que si je travaille pas, j'aurai rien. Si j'ai pas la bonne méthode, ça marchera pas. Et c'est aussi ce que j'enseigne à mes membres, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui publient des vidéos sur Instagram, qui publient des vidéos sur YouTube. Et en fait, ils publient, mais ils n'ont pas la bonne méthode. Et sans la bonne méthode, t'as pas les bons résultats. Mais c'est sûr. Donc, c'est On toujours revient pareil. toujours à la méthode, quoi. Toujours la méthode. Ok. Et moi, c'est vraiment l'accompagnement, ce que je propose. La valeur que je donne, la valeur que je donne tellement de valeur que je donne gratuit sur YouTube, parce que moi, c'est pas la valeur que je vends, c'est la méthode. Je personnalise l'expérience client, je leur donne tout vraiment pour leur activité. Parce que créer une offre, tout le monde sait faire, tout le monde sait créer une offre, tout le monde sait comment parler à un client, mais personne ne sait vraiment comment convertir le client par rapport à ton offre précise. Et c'est là que ça devient intéressant. Ok. Et en fait, tu as totalement raison, parce que le but du jeu, c'est de se faire connaître. C'est que tu as beau avoir la meilleure offre du monde, C'est ça, si t'en parles pas, si personne te connaît, en fait, il va rien se passer. c'est ça. Tu vas pas transformer des Tu as vies. des stratégies différentes, on peut en parler rapidement. Si tu fais une stratégie de visibilité et que tu deviens viral, tu vas attirer tous les gens qui sont intéressés par la viralité. Ça va être les étudiants, ça va être les adultes, ça va être les personnes qui rentrent le soir, qui regardent des vidéos dans le métro. Et c'est pas forcément ta cible. Et en fait, si tu fais des vidéos virales et que tu n'attires pas ta cible, tu n'auras jamais de clients. Alors que si tu fais des vidéos qui sont parfaites pour ton client cible, là, tu vas attirer peut-être moins de personnes, mais que des bonnes personnes. Tu vas être comme un aimant à client, en fait. Et moi, c'est vraiment ça que je valorise. C'est pas forcément être visible par tout le monde, mais être visible seulement par les personnes qui ont besoin de toi, et eux, tu leur donnes le meilleur. Mhm. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on fait beaucoup attention du coup à la viralité, on veut être connu, etc. Mais en soi, quand on veut lancer une activité, en fait, c'est pas forcément ce qui va nous rapporter le plus, parce que rapporter des gens amener des gens sur notre page parce qu'ils ont trouvé ta vidéo marrante, Ça, ok, c'est cool, mais derrière toi, t'as beaucoup plus à proposer. Toi, t'as un réel accompagnement, t'as une vraie expertise. Toi, t'as pas envie du coup, d'accompagner des rigolos qui sont là pour s'amuser. C'est ça. Moi, je pense que toi aussi, t'as envie d'avoir des gens assez engagés, assez motivés C'est ça. à réussir dans leur activité. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que je dis en appel. Je dis au mec, écoute, si là aujourd'hui tu n'es pas prêt à travailler dur, si tu n'es pas prêt à appliquer les méthodes qu'on te met en place, ça sert à rien en fait. Si tu te fais accompagner par nous, on va travailler ensemble comme des partenaires pour aller monter ton business. Mais si tu n'es pas prêt à te donner les moyens, ça sert à rien qu'on commence. Ça sert à rien. Perds pas ton temps et reste dans ton truc. Mais c'est pareil, hein, on revient à Paris, comme à la prépa, ou même moi ce que je fais, du coup je suis Horizon Prépa. Les profs, ils ont beau te donner toutes les méthodes que tu veux. Après, je suis en prépa, on peut donner toutes les méthodes qu'on veut aux étudiants, mais s'ils sont pas engagés, Ça sert à rien. s'ils mettent pas du leur, s'ils sont pas assez motivés, ça va servir à rien. Les conseils vont rentrer là et ça va ressortir d'une autre oreille. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est un cercle C'est un cercle. ouais, voilà, c'est. Tout le temps la même chose. Ok. C'est parfait. Et dis-moi, pour ceux qui seraient intéressés par tes services, parce que bon, moi je parle à des étudiants qui sont prépa, mais on sait très bien qu'en prépa, il y a certains qui font des vidéos YouTube et qui ont envie de se faire plus connaître. Il y en a d'autres qui, dès la sortie de leur cursus en prépa, ont envie peut-être de lancer une activité. Donc dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oui, carrément. Donc nous, c'est vraiment axé coach et consultant. Donc si vous avez un business de coaching, consulting, ça peut être intéressant qu'on discute ensemble sur votre projet, même pouvoir vous donner de la valeur carrément gratuitement. Et ça, du coup, c'est soit sur Instagram, soit directement sur YouTube avec mon nom et prénom. Ok, bah de toute façon, on mettra les liens dans la description. Ok. Et qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir? Continuer, avoir encore une croissance exponentielle comme on a connu ces 50-60 derniers jours. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? Moi, bah, que mes étudiants aient les meilleures écoles possibles. Parce que On est j'aimerais. bien parti pour l'instant. Ouais, bah ouais. Ouais, les étudiants qu'on a là feront une belle progression. Enfin, c'est stratosphérique. Hein. On a des étudiants qui viennent chez nous, ils nous disent, bon, j'ai schéma. 2 mois plus tard, après, ils disent, ouais, bon, finalement, je suis EDEC. Après, à l'approche des concours, c'est, Et c'est ça, finalement, j'ai bien me préparer pour les maths parisiennes, tu vois. Et C'est ça, ça qui est ça intéressant. me fait tellement plaisir. Puis quand tu reçois un appel d'un élève qui te dit, bah en fait, là, j'ai pris 3 points. La dernière fois, j'ai vu l'appel, le gars, il te disait, bah j'ai pris 3 points en maths. T'es trop content. Ah, mec, T'es ouais, trop content. ouais, ouais. Tu te dis, bah le mec, il nous a rejoint, il s'est donné les moyens, il a bossé, et là, il commence à avoir des premiers résultats. En fait, ce qui est le plus gratifiant, c'est les élèves qui viennent chez nous et qui, en fait, ont pas de très grosses attentes, tu vois. Ils sont juste là, ils sont motivés, ils ont envie de travailler, mais bon, ils sont un peu découragés. Et ce qui me rend encore plus plaisir, c'est quand les mecs, en fait, ils viennent challenger les professeurs. Quand les professeurs ils m'appellent, ils me disent, oh, Hugo, il y a tel élève, il veut travailler les maths parisiennes et tout. Là, il a progressé en maths et tout, mais là, il me challenge et tout. Comment on fait? Est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure et tout? Moi, là, je me dis, ah ouais, ok. Ah, ça marche, tu vois. Ça marche. Et je te jure, vraiment, ça me fait tellement plaisir. C'est incroyable. Vraiment, de te dire que tu as eu un impact sur la vie des gens, C'est impressionnant. ouais. Et je pense que toi aussi, tu l'as dans ton accompagnement. Quand tu as des gens qui t'appellent, qui te font des témoignages, qui te disent que ouais, tu as transformé leur vie. Ouais. C'est pour ça, du coup, j'ai ouvert un Trustpilot et un Google Avis parce que pour moi, c'est vraiment important d'imprimer ces témoignages, de pouvoir les avoir, de pouvoir les voir. Tu vois, dès qu'il y a un petit coup de mou, de me dire, ok Mathieu, là, pourquoi tu as un petit coup de mou? Tu impactes des vies tous les jours. Donc continue dans cette direction, va aider ces gens, ils ont besoin de toi. Et je trouve ça vraiment trop Ouais, cool. c'est Tu vois, incroyable. t'impactes des vies positivement, tu te donnes le meilleur, tu te donnes le max de ton énergie. Et donc forcément, tu as envie de continuer, tu as envie Ouais, d'impacter. t'as de l'impact, quoi. C'est ça, et puis tes clients, ils sont contents, du coup, ils reviennent, ils te recommandent. C'est impressionnant. Ouais. Mais c'est cool parce que vraiment, tu as des bonnes valeurs et vraiment, c'est ce que j'apprécie de toi. Merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir. Juste avant de terminer, petite question de questions-réponses, enfin, session de questions-réponses. Probablement, je vais te donner 2 choix. Tu choisis un des deux, mais vraiment sans justification, quoi. Ça te va? Allez, go. Ok. École de commerce, grande école de commerce ou école de commerce post-bac? Grande école de commerce, direct. Ok. Prépa ou fac? Prépa, Ok. Maths approfondie ou maths appliquée? maths appliquée, ESH ou Géopo? géopo. Et le dernier, travailler dur ou travailler avec méthode? Travailler avec la méthode, sans hésiter. Ok, c'est super. Bah écoute, merci Mathieu, c'était vraiment un plaisir de discuter Trop avec cool, toi. avec grand plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez eu plaisir d'écouter Mathieu. Pour le coup, voilà, il était au prépa, il a eu des grands horizons. Et là, justement, il a encore un nouveau comme cap ça. à franchir, Un nouveau cap. de nouveaux horizons. Et c'est pour ça qu'on est chez Horizon Prépa, C'est exactement pour ça. pour aller viser D'où les le plus nom. hauts horizons du monde. Et trop cool, en tout cas, avec grand plaisir pour ce podcast, et puis à très vite. À très vite, super.